Alors, la définition de Manu, c'était un État fragile, c'est un pays qui ne peut pas ou ne veut pas assurer la sécurité de sa population et assurer un développement qui permette de sortir la population d'une situation de pauvreté. Et donc, je me tourne maintenant vers Ernest Sagaga de la Fédération internationale des journalistes pour savoir quels sont les risques que courent les journalistes qui travaillent dans ce type de contexte, que ce soit en Haïti ou dans d'autres pays du monde. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci pour avoir organisé cette table ronde qui me permet de rencontrer mes collègues haïtiens qui étaient passés hier au bureau, mais comme je n'étais pas là, je me fais le plaisir de vous voir ici ce soir. Et aussi pour discuter de ce sujet qui est un sujet pour nous, bien entendu, de première importance. Avant d'aborder la question qui m'a été posée, permettez-moi de revenir un peu sur ce que Manu a dit, non pas pour ajouter quoi que ce soit, mais simplement pour y jeter un petit détail qui ne vient même pas de moi. C'est un livre qui a été écrit par un diplomate britannique, je crois que c'était en 2004, c'était publié. Son nom c'est Robert Cooper, et il faisait une classification ou un classement de pays en 3 catégories. Il y avait les pré-modernes, où il mettait les pays faillis ou fragiles, et qui définissait comme des pays qui étaient incapables d'assurer la souveraineté de l'État, avec tout ce que ça importe. Et je le dis parce que ça aura une incidence directe sur le travail des journalistes. Et c'était par opposition aux États qu'il qualifiait de modernes, donc des États stables, forts, et des États post-modernes. Ça, c'était des États stables, prospères et même progressistes, qui, à la limite, comme c'est le cas pour l'ensemble de l'Union européenne, étaient même disposés à partager un peu de leur souveraineté, surtout en matière de justice internationale. Voilà, maintenant, revenant sur la question qui m'a été posée, je veux d'abord planter le décor. Quelles sont les caractéristiques du paysage médiatique dans des États fragiles? Comme Manu l'a indiqué, les États fragiles ou fragilisés deviennent fragiles parce que les institutions ont été mises à mal. Et cela crée un vide. Et par la nature même des choses, il faut que ce vide soit comblé, soit complété. Et donc, dans les médias, on retrouve également la même chose. Pendant des décennies, si vous regardez les pays en voie de développement, que ce soit l'Afrique ou même les Caraïbes, à partir du moment des indépendances, on a pratiquement connu des médias pro-gouvernementaux, donc des médias d'État. Ce qui s'est passé avec les crises politiques qui se sont passées dans ces pays, eh bien, ces médias pro-gouvernementaux ont perdu le contrôle, complètement ont été dépassés par les événements. Et donc, on trouve actuellement une diversité des médias. Il y a bien sûr les pro-gouvernementaux, ils sont toujours là. Il y a ce qu'on appelle les médias d'opposition ou indépendants, selon à qui vous parlez. Il y a des médias communautaires, il y a des médias de confession religieuse, il y a même des médias qui sont établis ou créés par des missions de maintien de la paix. Dans tous ces médias, la radio reste de loin le plus populaire pour des raisons assez évidentes. C'est parce que dans ces pays fragilisés, il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas lire et écrire, donc ils n'ont pas accès aux journaux écrits. Et la télévision reste plutôt une denrée rare. Et alors que la radio atteint tout le monde, même dans des populations dispersées. Donc ils peuvent toujours écouter la radio. Cela aussi dépend des objectifs que ces médias s'assignent. Et ça dépend aussi des intérêts. Il y a bien sûr la propagande politique. Il y a ceux qui disent poursuivre la paix ou la résolution des conflits. Il y a des programmes humanitaires, mais il y a également la volonté de faire émerger une presse libre et indépendante. Là, il y a ce type de journalisme. Vous entendez quelqu'un qui vous dit « moi je suis dans le journalisme de la paix » ou dans le journalisme de la résolution des conflits. Et quand vous leur posez la question, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Ils vous disent, on essaie de donner la parole aux victimes, on essaie de donner la parole aux minorités qui étaient complètement discriminées. Mais c'est ça, en fait, les valeurs du journalisme professionnel. C'est d'être à la fois indépendant et impartial, et faire en sorte qu'il y ait une diversité d'opinions qui soit reflétée dans ce que vous faites. Donc, ils font du journalisme professionnel, sans peut-être le savoir, mais c'est déjà ça. Et maintenant, venons-en aux défis majeurs des journalistes dans des États fragiles. Évidemment, le premier de ces défis, c'est la sécurité. Parce que dans un État fort, dans un État stable, on dit que le monopole de la violence appartient à l'État.
Et vous vous imaginez, dans un État fragile, il y a plusieurs pôles de pouvoir. Et ces pôles de pouvoir donnent justement à différents groupes une possibilité de s'attaquer, d'intimider les journalistes qui, selon eux, ne font pas un travail correct. Selon nos rapports, nous publions un rapport annuel sur les journalistes tués dans l'exercice de leur profession, et cela depuis 1990-1990. Et il y a 2 ans, nous avons publié un rapport sur les 25 ans, et les statistiques sont absolument sans appel. La plupart des journalistes tués sont tués dans des pays justement fragilisés, et ils le sont parce qu'ils ont voulu exposer soit à la corruption, soit les abus de pouvoir, ou même les grosses violations des droits de l'homme dont Manu a parlé. Ça, c'est donc le premier défi, donc défi sécuritaire. Deuxième défi, c'est les moyens financiers et humains. Je crois que Marie-Soleil l'a mentionné au début. Nos collègues n'ont pas de conditions de travail adéquates, ils n'ont pas de financement durable ni garanti. Et cela conduit à un autre problème, celui de l'éthique et de la déontologie, qui évidemment est compromise par la corruption. Je vais vous donner un exemple concret, parce que je l'ai vécu moi-même. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour la Coupe pénale internationale, j'étais le porte-parole, et lors de l'arrestation du premier suspect, M. Thomas Lubanga, j'ai passé une semaine à Kinshasa pour évidemment représenter la Cour et faire en sorte que les questions soient répondues sur le travail de la Cour. Et à un certain moment, je voyais pratiquement chaque jour, il y avait une liste de personnes, soi-disant qui étaient sur la liste du procureur et qui devaient être arrêtées dans les jours à venir. Évidemment, c'était faux. C'était un peu de fake news de l'époque. Et ça m'a évidemment interpellé. Et à un certain moment, j'ai décidé de rassembler les rédacteurs en chef comme collègues. J'ai dit, écoutez, allons prendre un petit déjeuner, discutons de quelque chose qui me dérange un peu. On a été, j'aurais posé la question très claire, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans ce pays qui connaît mieux la Cour que moi. Ce que vous rapportez n'est pas vrai, et de toute façon, si c'était vrai, vous ne devriez pas le faire. Donc je veux savoir d'où tenez-vous vos informations. Ils ont été très très ouverts, comme collègues, ils m'ont dit, mais Ernest, désolé, ça n'a rien à voir avec nous. Quelqu'un s'amène, un politicien s'amène avec une liste, avec quelques dollars, et nous dit, publiez ça. Alors je me suis dit, mais attends, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes journaliste. Parce que j'avais demandé qu'on me fasse une fiche pour chacun, tout un chacun de ces rédacteurs en chef. Donc je savais que c'était des gens formés, expérimentés. Je demandais, mais pourquoi vous faites ça? Et ils m'ont dit, ce sont des conditions de travail. Nous avons des familles à nourrir, nous avons des enfants envoyés à l'école. On ne peut pas se permettre le luxe de ne rien faire. Évidemment, je pouvais monter sur les grands chevaux, moi, fonctionnaire international, qui roulait dans un véhicule blindé avec 4 gars armés qui me protégeaient. Mais si vous vous mettez à leur place, il y a moyen de comprendre. On ne peut pas excuser, mais au moins comprendre. Et donc, le manque de moyens, l'absence de conditions de travail adéquates fait que, justement, la corruption sévit dans ces médias et que, donc, l'éthique et la déontologie disparaissent. Il y a aussi la formation professionnelle. Je me réjouis du fait que nos collègues haïtiens ont pu bénéficier de cette formation. J'espère qu'il y aura d'autres formations. Nous aussi, nous le faisons. Nous essayons d'organiser ces formations dans tous les pays où nous sommes représentés. Et ça donne vraiment une valeur ajoutée aux produits que nos collègues produisent. Donc, malgré ces difficultés immenses, je dois quand même noter que les journalistes dans des pays fragilisés représentent souvent la seule source d'information fiable sur la situation vécue dans le pays. Ils exposent les conditions de vie de leurs concitoyens et ils sonnent l'alarme, souvent au péril de leur vie, pour prévenir des crimes qui se commettent, que ce soit au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Sud-Soudan, en Somalie, et j'en passe. Et donc, pour finir, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Le travail de la fiche consiste en 3 choses. Première mission de la fiche, c'est de représenter et de défendre les intérêts de ces journalistes, que ce soit au niveau local, au niveau national. Donc nous essayons d'interpeller les autorités des pays pour qu'ils fassent beaucoup plus, pour essayer de protéger les journalistes, pour qu'ils essaient de faire en sorte qu'il y ait un environnement propice justement au travail des journalistes. Nous le faisons également au niveau régional, parce que, comme vous le savez, les instruments juridiques, les traités sont signés, bien entendu, par les pays, mais les dépositaires, les gardiens de ces instruments
c'est soit les organisations régionales, disons l'Union européenne, l'Union africaine, qui vraiment ont l'obligation de faire appliquer ces traités lorsqu'ils ne sont pas respectés par les États. On fait exactement la même chose au niveau des Nations Unies. Et je me réjouis justement de la présence du représentant de l'UNESCO, parce que nous travaillons étroitement avec l'UNESCO ainsi qu'avec d'autres instances spécialisées des Nations Unies sur le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes. C'est donc ça le premier volet. Deuxième volet, comme je vous l'ai dit, la sécurité pour nous passe en premier lieu. Et la sécurité, comme vous le savez, c'est d'abord une question personnelle. Nous sommes d'avis qu'aucun reportage, aucun sujet d'actualité ne vaut la vie d'un journaliste. Mais pour que justement un journaliste ou une journaliste puisse examiner les risques auxquels ils peuvent être exposés, il faut leur donner justement les connaissances qui leur permettent d'apprécier la situation, l'environnement, et c'est ce que nous faisons à travers ces formations en sécurité. Et le troisième volet consiste aux interventions que nous menons à travers notre fonds d'entraide, qui est financé par les journalistes pour justement au profit d'autres journalistes, que ce soit pour des gens qui ont besoin d'assurer la sécurité, si par exemple ils veulent se déplacer de leur lieu de résidence pour aller dans un autre lieu où ils seront sécurisés, que ce soit pour l'assistance juridique, parce que comme il a été dit, on a beaucoup de journalistes en prison actuellement qui sont emprisonnés simplement pour faire le travail. Et la plupart de ces gens n'ont pas les moyens de se faire représenter juridiquement. Et donc nous intervenons pour leur assurer l'assistance juridique dont ils ont besoin. Et évidemment, il y en a qui tombent malades, ou leurs familles, leurs enfants tombent malades. Là également, nous intervenons pour leur donner justement ce petit appui dont ils ont besoin dans des moments difficiles. Voilà donc un peu ce que je peux dire sur la situation des journalistes dans ces pays. Et évidemment, je remercie encore une fois l'occasion qui m'a été donnée de faire ces quelques remarques. Et encore une fois, c'était un plaisir de revoir mes amis de Haïti. Merci. Merci beaucoup, Ernest.